du président de l'exécutif provisoire, Abdelrahman Fares, rahimahullah, il mettra à profit ce poste stratégique pour jouer le rôle d'interface entre l'exécutif provisoire et le groupe de Tlemcen, en particulier le président Ahmed Ben Bella, rahimahullah. En septembre 62, élu à l'Assemblée constituante, Ben Bella lui confie le prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères. Il l'accompagne aux États-Unis et à Cuba. Et à son retour, il entame une première structuration de son ministère et en s'appuyant d'abord sur des cadres supérieurs et subalternes hérités du ministère des Affaires extérieures du GPR. Mais leur nombre se révélera très vite insuffisant. Et un autre écueil sérieux a retenu toute son attention. Ce ministère manquait cruellement de sièges répondant aux normes indispensables à l'accomplissement de sa mission aux multiples et spécifiques facettes. Il fallait tout créer dans l'urgence, mais sans précipitation. Après son retour d'une tournée au Moyen-Orient le 7 avril, il se proposait de mettre en œuvre le plan de restructuration qu'il nous chargea de préparer. Malheureusement, le 11 avril à 12h30, en sortant de l'Assemblée, il est victime d'un attentat meurtrier. Évacué d'urgence à l'hôpital Mustapha, il décède le 5 mai 1963, malgré les soins diligentés par une équipe médicale algéro-française de haut niveau. Le 6 mai, il eut droit à des funérailles nationales conduites par le président Ben Bella et Nasser, suivies par une foule innombrable, submergée de tristesse et d'émotion. Son enterrement a eu lieu au cimetière de Sidi Mohamed. Une semaine après, nous l'avons accompagné par train spécial jusqu'à Marnia, sa ville natale, où il fut inhumé. Là, je voudrais malgré tout dire quelques mots à propos des conditions dans lesquelles a eu lieu cet assassinat. Ce jour-là, je me trouvais vers midi dans son appartement, dans la rue Didouche Mourad, avec sa femme, où l'on préparait un déjeuner amical auquel il a convié le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Yougoslavie, qui était en visite à Alger. Il voulait en faire une rencontre amicale, fraternelle. Coup de téléphone, on est informé qu'un attentat vient d'être commis à l'Assemblée. Je me rends immédiatement à l'Assemblée et le meurtrier, qui a été immédiatement arrêté, se trouvait dans le bureau des services de sécurité sous la direction du commissaire Ousmer. Comment s'est passé l'attentat? Et là, j'ai eu
les informations de la part de son chauffeur. Son chauffeur m'a dit, j'attendais si Mohamed à la sortie de l'Assemblée parce qu'il lui avait dit, nous avions un déjeuner et je vais sortir dès que j'aurai terminé la discussion à propos du budget du ministère des Affaires étrangères. Donc il sortait de l'Assemblée seul. Quand il est sorti, la voiture venait s'arrêter juste devant la porte. Et le chauffeur m'a dit, dans le trottoir plutôt, le chauffeur m'a dit, j'ai vu un bonhomme qui était caché. Vous savez, les piliers qui sont devant l'Assemblée. Il y avait un pilier, mais le meurtrier n'était pas du côté de l'entrée. Il se trouvait du côté du boulevard caché. Et quand la voiture est arrivée juste devant, Khmilti, allait rentrer, allait prendre, après, allait occuper son siège, l'autre, immédiatement, yani, s'est approché à bout portant, yani, il a tiré. Le chauffeur, immédiatement, a quitté sa voiture et il a couru après lui, parce une fois qu'il a commis son crime, il s'est sauvé pour aller, et au moment de tourner pour aller vers le côté de la poste, pour ceux qui connaissent la zone, vers la poste, le chauffeur qui était balèze et actif a fini par le rattraper. La police, devant l'Assemblée à l'époque, il n'y avait pas tellement de policiers, tellement de gardes, il y avait 2 ou 3 policiers qui étaient là. Il y avait une sécurité totale pour l'ensemble de tout le monde. On n'était pas appelé à faire. Et il l'a amené, aidé par les policiers, ils l'ont amené à ils ont arrêté, ils ont introduit le tueur dans cette salle spéciale. Et quand je suis arrivé moi-même, j'ai demandé à voir ce meurtrier. Je suis monté, parce que le bureau de la sécurité se trouvait tout à fait en haut. Il était là, assis. Il était entouré de nos services de sécurité. Et je l'ai regardé pendant longtemps pour voir qu'il allait. Je n'ai vu chez lui aucune réaction. Il était là, il regardait. Je suis ressorti et je suis allé au service des crâniens de l'hôpital Mustapha, où j'ai retrouvé sa femme. Et nous avons passé toute cette période pendant qu'il était en traitement, ensemble, jusqu'à sa mort. لقد فقدت في أخينا صديق حميم ورفيق عزيز، وفقدت فيه الجزائر وشعبها رمز ممتاز من رموز شبابها وطلابها المخلصين الذين متشبثين بمبادئ العزة والكرامة لوطنهم العزيز. شكرا. شكرا للسيد علي عبد اللاوي رفيق ورئيس ديوان الفقيد محمد خميسلي. شكرا سيدي على هذه الشهادة الحية.
التي ستدون بدون شك في صفحات التاريخ. من بين الرفقاء الفقيد محمد خميستي يحضر معنا البروفيسور جناس، بدون إطالة أحيل إلى الكلمة. تفضل سيدي. Je voudrais tout d'abord remercier ceux qui m'ont invité à cette rencontre et qui me permet également d'apporter un modeste témoignage concernant رمزي. Je voudrais également exprimer toute ma sympathie à la famille du défunt ici présente. Après tout ce que vous avez entendu, il me semble que je n'ai pas grand-chose à dire au sujet du défunt Mohamed Khmisti. Il reste cependant que lorsque j'ai vu vivant pour la dernière fois Mohamed, c'était à Rabat au lendemain du cessez-le-feu. Une amitié profonde, une considération sans limite nous unissait. Donc de Rabat, il me téléphona, je me trouvais à Meknes et le lendemain, nous nous sommes donc rencontrés. Je passe sur cet épisode sur lequel je reviendrai peut-être, mais j'étais pour dire simplement que en fin mars 62 ou en début avril 62, j'étais à milieu de penser qu'un an après, Mohamed serait victime d'un tragique attentat. J'ai fait la connaissance du défunt en 1952 ou en 1953, à Montpellier. Un jour, Mohamed Ferradi, vivant actuellement à Oran, m'informa de l'arrivée à Montpellier d'un jeune qui lui paraissait sortir du commun. Tout naturellement, je lui ai demandé de me le présenter, j'aimerais bien faire sa connaissance. J'étais à l'époque un des aînés des étudiants de Montpellier. Je terminais presque mes études médicales, et alors que Khmisti allait les commencer. Donc, première rencontre avec Khmisti en 1952-1953. De suite, j'ai été frappé par le sourire angélique de Khmisti, de Mohamed. Par son courtoisie, par sa délicatesse exquise, qui ne reflétait pas du tout les difficultés qu'il a connues quand il était adolescent, pendant qu'il entreprenait ses études. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit, rappelons simplement qu'il a fait des études secondaires dans des conditions difficiles et que par conséquent, ça aurait pu le marquer. Eh bien, l'expression du visage, l'expression du comportement de Mohamed était tout autre. C'était un garçon extrêmement agréable, très détendu, très serein, avec au visage donc tout à fait réjoui. Mais c'était en même temps un homme d'une détermination extraordinaire. J'ai de suite remarqué chez lui un profond patriotisme, un patriotisme sans égal. Il avait une certaine ambition, mais une ambition au service justement de ce patriotisme. Telle était ma première impression. Au fil des mois et au fil des ans, ces impressions de départ se sont confirmées et amplement. Je ne voudrais pas donc revenir sur ce qui a été dit concernant la biographie de Mohamed Khmisti. Je voudrais simplement rapporter quelques anecdotes. Première anecdote. La survenue du 1er novembre 1954 nous a surpris à Montpellier, comme beaucoup d'Algériens. Pour ma part,
ayant longtemps milité à Alger, ayant connu, comme beaucoup d'Algériens, pendant les événements de mai 45, la prison, etc., je savais que vers les années 52-53, il y avait une grave crise qui secouait le mouvement national algérien et que l'opinion publique était donc désemparée. Déclencher donc une action révolutionnaire dans ces conditions-là paraissait difficilement concevable. On était donc consternés. Mais assez rapidement, dans les semaines qui ont suivi, Khmisti a pris l'initiative de contacter les rares responsables de la région de Lyon, et c'est ainsi que la section FLN de Montpellier a vu naissance sous la responsabilité de Khmisti. Le comité directeur qui a été composé à l'époque se composait, si ma mémoire ne me trahit pas, de 3 personnes, Khmisti qui en était le responsable, Mohamed Faradi et moi-même. La deuxième anecdote concerne la création de l'UGMA. Comme vous le savez, la création de l'UGMA a été marquée par la grande bataille du M musulman. Je passe sur ce, sachant simplement que dans l'esprit des fondateurs de l'UGMA, le mot M n'avait pas de connotation religieuse. Il avait une signification identitaire, étant donné que le colonialisme a dépouillé les Algériens de tous les attributs de souveraineté, il n'est resté que la religion comme repère identitaire avec la langue arabe et la langue berbère. Donc le M était extrêmement important. La réunion qui précédait l'Assemblée générale de Montpellier, des étudiants de Montpellier s'est tenue dans ma chambre d'étudiant. Était présent Joudi Abdelaziz. Joudi, c'était l'oncle, l'aîné des oncles de Knox, ministre des Finances, qui, dans la famille, s'était installé à Marrakech. Il y avait également Faradi, il y avait Khmisti et moi-même. Nous avons étudié à ce moment-là la stratégie à retenir en vue de l'Assemblée générale qui devait se tenir. Mes camarades m'ont chargé de prononcer l'exposé en faveur de la création de l'UGMA, ce que j'ai fait, et l'Assemblée générale s'est prononcée massivement en faveur de la thèse de l'UGMA. D'un commun accord, nous avons tous donc décidé de proposer la candidature de Mohamed Khmisti parce que nous avons jugé qu'il était le plus dynamique, le plus compétent parmi nous pour assumer la responsabilité de secrétaire général de la section de l'UGMA de Montpellier. Donc d'un commun accord, nous avons proposé sa candidature et à la quasi-unanimité, Mohamed Khmisti a été désigné donc secrétaire général de l'UGMA de Montpellier. C'est la deuxième anecdote. La troisième anecdote a été rapportée tout à l'heure concernant l'agression dont les étudiants de Montpellier ont été l'objet en janvier 1956. La section de l'UGMA, qui entre-temps évidemment était pratiquement liée à la section du FLN, la section de l'UGMA a décidé donc d'organiser une rencontre pour sensibiliser l'opinion locale, l'opinion française locale. Et à cet effet, une rencontre donc a été prévue en fin janvier à la Bourse du Travail. Mes camarades m'ont chargé de faire la conférence ou l'exposé pour sensibiliser nos invités. C'était en janvier, donc, c'était l'hiver, c'était à 20h, il faisait donc nuit. Avant même le début de la conférence, nous avons entendu un brouhaha, des slogans lancés de façon extrêmement provocatrice et un rapide coup d'œil à travers la fenêtre nous a montré la présence de centaines, de plus d'un millier de manifestants. C'était des manifestants ultra, partisans de l'Algérie française, à leur tête Mousseran, un des présidents de l'UNEF, l'Union des étudiants de France. Mousseran, c'était le fils d'un de mes professeurs de la faculté des sciences. Bon, le pire donc a été évité, mais dès le lendemain, Khmisti, avec quelques-uns de ses camarades, a contacté les organisations de gauche
les chrétiens sociaux, les communistes, les socialistes, la CGT, etc. Et immédiatement, des meetings ont été organisés, des tracts ont été diffusés. Mais Khmisti ne s'était pas arrêté là. Il me demanda si je voulais bien l'accompagner voir le maire de Montpellier, Delmas. J'ai accepté tout de suite et nous avons été voir donc maire Delmas pour lui demander d'assurer la sécurité des étudiants étrangers. La quatrième anecdote qui montre une fois de plus le courage, parce que j'ai omis de le dire, Khmisti était d'un courage qui frise la témérité, mais c'était un courage serein, froid, qui n'excluait pas du tout la réflexion. Il avait le sens de la décision rapide, mais toujours réfléchie. Il m'a également demandé de l'accompagner un jour pour rencontrer un monsieur qu'on ne connaissait pas et qui voulait prendre contact avec les étudiants de Montpellier. Comme nous étions affiliés au FLN, j'ai de suite pensé que ça ne pouvait être qu'un responsable du MNA. Or, à l'époque, le MNA, comme vous le savez, était extraordinairement prédominant en France. Il y avait donc un risque, un danger, mais Khmisti a pris ce risque. Il m'a demandé donc si je voulais bien l'accompagner, évidemment, c'est ce que j'ai fait. Nous étions en présence d'un monsieur d'Ajmur et qui a tenu un langage tout à fait raisonnable pour nous proposer une aide, etc. Mais j'ai de suite compris, pour ma part, et Khmisti aussi certainement, que c'était un responsable du MNA. Donc Khmisti, c'était un homme extrêmement courageux, c'était un homme extrêmement sympathique, c'était un homme engagé. Pour lui, l'Algérie avant tout. Arrive la grève des étudiants, je passe là-dessus, tout le monde sait, puisque chaque année, la grève 19 mai 56, c'est une date qui est commémorée chaque année. Je rappelle simplement que la communauté estudiantine de Montpellier était la troisième en importance après celle d'Alger et de Paris. Pour mémoire, un tiers des étudiants de Montpellier ont rejoint les services de santé de l'armée de libération nationale. Beaucoup sont tombés au champ d'honneur. 3 ou 4 wilayas sur 6 ont eu pour médecin-chef des étudiants de Montpellier. Atsamena à la wilaya 1, Toumi après Lamine Khan à la wilaya 2, Laliam à la wilaya 3, et les étudiants qui sont tombés au champ d'honneur étaient également nombreux, comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs. Je ne voudrais pas m'étendre davantage, l'essentiel a été dit, mais on n'épuise jamais un sujet pareil. Les martyrs de la guerre de libération nationale, et Khmisti en fut un et des plus grands, nécessitent un travail sans arrêt, un travail colossal. Il faut constamment lutter contre l'oubli. Ma dernière rencontre, je le disais tout à l'heure, avec Khmisti vivant, s'est tenue à Rabat. À Rabat, Khmisti m'a appelé. J'étais à Meknès. On se rencontre donc à Rabat. Khmisti était très proche du défunt président Ahmed Ben Bella. Et d'emblée, il me proposa un poste important dans le futur État algérien. Je l'ai évidemment remercié, mais j'avais fait pour ma part une analyse politique peut-être fausse, mais j'avais pris la décision que dans l'Algérie indépendante, je serais médecin, uniquement médecin. Et de ce fait, et ayant constaté qu'à la veille de l'indépendance, il y avait quand même pas mal de problèmes au sein de la direction politique de l'Algérie, entre militaires et civils, entre civils, etc. J'ai conseillé à Khmisti d'aller poursuivre ses études et qu'il ferait de la politique après. Mais je n'ai à aucun moment pensé qu'un an plus tard, il serait victime d'un attentat. Khmisti, fidèle à lui-même, avec son courage et son engagement, me fait la réponse suivante. J'ai des engagements politiques, je ne peux pas faire marche arrière,
je les assumerai. Ainsi furent les dernières paroles que j'ai entendues dans la bouche de Khmisti. Je ne l'ai plus revu, je l'ai revu qu'étendu sur son lit de mort après l'attentat dont il a été victime le 11 avril 1963. Je suis allé en effet à l'unité de réanimation et Khmisti devait décéder 3 semaines après l'attentat. Que Dieu ait son âme. Khmisti était plus qu'un patriote. C'était un homme, tout simplement. Je vous remercie. شكرا للبروفيسور جناس الذي عاد بنا إلى جذور الحركة الطلابية الثورية وصناعها وشهدائها. شكرا سيدي. يحضر معنا اليوم في هذه الوقفة الدبلوماسي صالح بالقبي رفيق الفقيد محمد خميستي. بدون إطالة الكلمة والشهادة حية إذا تفضلتم. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني يسعدني كثيرا أنني أساهم في إحياء ذكرى رجل عظيم وشاب يعني من أبناء الجزائر لم يتردد دقيقة في أداء الواجب نتاعو المطلق إزاء القضية الجزائرية. وإذا تكلمت اليوم فلأن لي علاقة أيضا، وإن كنت لم أغادر الجزائر إلا فترة واحدة، وهي أثناء المؤتمر الأول العادي للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي تم كما تعلمون في باريس، لا حبا في فرنسا ولكن نظرا للقوانين العرفية اللي كانت سائدة بالجزائر وتمنع أي اجتماع أو تردد. فاخترنا فرنسا وباريس بالذات أن تكون مقر للجنة التنفيذية واللجنة المدير الكوميتي ديريكتور، لأن الوضع في فرنسا أكثر شيئا ما يعني تحرر من الوضع في الجزائر. وكلكم يعرف بأن الجزائر سواء في المجال السياسي أو المجال الطلابي لم يعني تجعل نشاطها محصور على الجزائر، ولكن من عهد ماسينيسا إلى الثورة الجزائرية والنشاط السياسي للجزائر كان دائما ضمن يعني في إطار المغاربي، سواء في وقت قلت لكم النوميديا أو في وقت المغرب. وكذا الأمر بالنسبة للطلبة، فأول تنظيم للطلاب تاع شمال إفريقيا بكل يعني تم في إطار الجمعية العامة للطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، لايمان، لاسوسيسيون دي ستوديون ميزيلمان دافريك دو نور. أولا لأن الجامعة الأولى العصرية التي أسست في المغرب الكبير كانت بالجزائر، وعندما سقطت كل من تونس والمغرب تحت السلطة الفرنسية فكان الطلبة نتاعهم اللي يحبوا يدرسوا يجوا للجزائر. ولهذا أولا كان النشاط في لايمان. في 54 عندما اندلعت الثورة لازال الفرع نتاع الجزائر يعمل في إطار لايمان يعني في إطار مغاربي. وفي فبراير 55 المكتب نتاع الجزائر اللي كان يرأسه الله يرحمه بغلي هو اللي قام بعد ما التوانسة أسسوا لنفسهم، الطلبة التوانسة أسسوا نظام تونسي وكان المغاربة يفكروا في نفس الشيء. فالمكتب نتاع لايمان بالجزائر وجهوا نداء لكل الطلبة الجزائريين عبر العالم يناشدونهم التفكير في إنشاء اتحاد عام للطلبة المسلمين الجزائريين. ولهنا أشار الإخوة على قضية الميم هذيك، يعني الإشارة إلى الإسلام. فيه من يقول بأن هو تمسك بالإسلام واللي جعل الطلبة يعني يدمجوا كلمة الآن في لوجيما. علاه الاتحاد العام للعمال ما دارهاش، وعلاش التجار ما داروهاش؟ واما الطلبه فكان لزاما عليهم ان يلجأوا الى هذا التمسك بالميم. لماذا؟ لان في ذلك الوقت لم يكن بالجزائر الا جامعه واحده بالنسبه لكل، وكانت اساسا خاصه بالاوروبيين. احنا لهنا في 56 كنا 6000 طالب فرنسي، كنا 400 طالب جزائري. احنا لو لم نمسك على الميم في التسميه نتاع التنظيم لفتحنا الباب امام انخراط الطلبه الاخرين الاوروبيين ولا صرنا اقليه في تنظيم الطلاب. وهذا لم يفوت
للقادة للطلبة المتطرفين الفرنسيين. والله بمجرد ما درنا المكتب نتاع العاصمة استدعونا لنا لاجي هذا غوترون هذا لاغايارد كلها، مازالوا زوج سيدات لازلنا على قيد الحياة، جابوا لنا لاجي لهنا وداروا بينا وكانوا مسلحين، قالوا شيء خداكم في جامعة فرنسية ديروا